Bonjour à toutes et à tous, la Dub Nation. Splashpod est de retour après une grosse vingtaine de matchs pour les Golden State Warriors. Après un début de saison marqué par un calendrier étouffant, les Dubs affichent un bilan modeste, 11 victoires pour 10 défaites, et il est donc temps de tirer les premières conclusions de ce cru 2025-2026. Pour m'accompagner dans cette mission, comme à l'accoutumée, le monstre à deux têtes de la chaîne Twitch, Adrien et Martin, comment ça va ? Moi, ça va. Mon Ouais, collègue, un peu moins. Ouais, tu précises pour toi. Allez, confie-toi, Martin, là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'alimentes plus le compte Warriors Area FR ? Oh, bah, une petite pause s'impose. Non, mais en vrai, juste envie de couper un peu du réseau. Ça n'a même pas à voir avec les résultats de l'équipe, hein, parce que on en a déjà suivi des saisons bien mid ces dernières années. Donc non, ça n'a rien à voir avec les résultats de l'équipe. Juste, j'avais envie un peu de couper avec ce réseau. Et bon, je regarde de temps en temps, mais voilà, rien de spécial. Bon, en tout cas, on est content que tu es toujours dans l'aventure sur Splashpod. Bien sûr. Et vous l'avez peut-être remarqué si vous nous regardez sur YouTube, il y a une nouvelle tête parmi nous. C'est Louis qui est venu rajeunir l'effectif du podcast. On est ravis de t'avoir avec nous. Tout va bien pour toi ? T'es bien accueilli ? Tout va bien, toujours bien accueilli dans la Dub Nation, évidemment. On fait l'inverse des Warriors. C'est ça. On n'a pas des patates aux gens. Nous, voilà, tu vois, on essaye de rajeunir notre effectif. Nous, pour les Warriors, ils font l'inverse. Hein. Mais d'ailleurs, pour les auditeurs qui vont te découvrir, est-ce que tu peux rapidement évoquer un peu ton rapport aux Dubs ? Comment t'es arrivé en fait à supporter la franchise de la Bay Area ? Bah, je suis arrivé plus ou moins à la grande époque, on va dire. Je pense que j'ai commencé réellement fin 2017. Donc fin de la belle époque, malheureusement. On est un peu rentré dans le dur et je pense qu'avec le titre de 2022, je me suis vraiment mis à fond. En même temps, j'ai commencé à collectionner les cartes, donc par conséquent, je collectionne que les Warriors. Et depuis ce moment-là, je pense que c'est un peu explosé. J'ai toujours collectionné les maillots. Oui, ça se voit. Oui, un petit paquet. Il y en a un ou deux là derrière, je crois. Là, il y a de quoi faire. Si tu vas au Chase Center, tu les mets tous et puis tu fais le gars qui les enlève. Là, ça va être quelque chose. Mais donc, sinon, voilà. Et depuis, je suis beaucoup plus assidûment, on va dire, les Warriors, en tout cas. Ok. Et juste par curiosité, comment on suit la NBA en Belgique ? Il y a un diffuseur ou il faut passer par League Pass ? Non, il faut passer par League Pass. Après, ouais, c'est d'office par le League Pass. Après, on essaye d'avoir des petits replays à gauche à droite, mais malheureusement, il n'y a pas de diffuseur belge. Ça, il n'y a plus. Je pense qu'il y en avait un au tout début quand j'ai commencé à regarder, mais c'était à l'histoire de 2-3 matchs par semaine, grand max, quoi. Donc, pour suivre correctement, c'était pas le mieux. Ok, merci de la précision. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir analyser le début de saison 2025-2026 de nos papis qui font de la résistance. Splashpod saison 3, épisode 5, let's go! A screen by Green, the switch to Lively. Three, Curry. Oh! Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu de tour de chauffe au départ de cette nouvelle saison des Warriors. Confronté à un calendrier extrêmement dense, le roster a éprouvé ses limites physiques dès le premier mois de compétition. Steph qui chope la grippe puis est touché au quadriceps, Kuminga qui doit gérer une tendinite au genou, ou encore une sciatique qui se déclenche chez Al Horford. Pas besoin de vous faire un tableau, les corps ont été mis à mal durant cette période. Alors, première question la team, face à un bilan qu'on peut qualifier de décevant, le calendrier est-il une fausse excuse ? Qui commence ? Moi, je vais attaquer dans le dur. Voilà. Allez, vas-y. Moi, je vais dire que c'est plus une fausse excuse qu'une vraie excuse. Il y a forcément, on peut pas le nier que ce calendrier il nous a fait du mal, parce que le nombre de back-to-back c'était un peu abusé comparé au reste de la ligue. Mais dans le contenu dans le contenu offensif principalement, ça va au-delà du fait qu'on soit impacté physiquement, parce que dans ce qu'on a proposé, c'est pas digne de ce qu'on est capable de faire. Donc moi je suis vraiment plus déçu tous ces résultats, on va dire, sur la première quart de saison,
pour moi, est plus dû à une contre-performance de l'équipe par rapport aux moyens qu'on a que le niveau physique impacté par le calendrier. Ok, les autres, vous êtes d'accord avec ça? Comme tu veux. Je me lance. Vas-y, Louis, vas-y. Je suis pas forcément d'accord dans le sens où ça reste quand même une excuse. Pour moi, c'est pas totalement une fausse excuse. Beaucoup de back-to-back, ce qui implique que certains joueurs se reposent. On pense évidemment à Horford. Ça entraîne évidemment les corps au niveau physique, c'est un peu plus compliqué. Après, évidemment, déçu, je pense qu'on doit l'être tous. Il y a des matchs qu'on ne doit pas perdre. Je pense Portland, même s'ils sont un peu en feu pour l'instant, je ne comprends pas comment on perd nos 2 matchs à Portland. Pareil, je crois qu'on a perdu les Kings aussi de quelques points. C'est pas des défaites qui doivent arriver. Après, ça n'empêche que oui, on a eu énormément de back-to-back, des gros road trips aussi sur 20 matchs. On a eu un très gros road trip, je crois, de 4-5 matchs. Pour moi, ça reste une excuse, mais c'est clair qu'on aurait dû faire mieux. Ça, c'est indéniable. Et puis moi, pour conclure, on a dit Horford sciatique, c'est bien une blessure de yeuve, et la tendinite, c'est bien une blessure de jeune. Voilà, ça, c'est ça qui est drôle. Et pour en revenir, moi je suis plus dans la team fausse excuse, on va dire. Pour un peu le même contenu, pour la même raison que Martin au niveau du contenu. Des fois tu peux perdre, mais parce que l'équipe a joué mieux que toi. Et moi j'ai plus l'impression qu'on donne les matchs dans le sens où on ne joue pas bien. Alors, et quand je dis ne jouer pas bien, c'est pas forcément louper des tirs wide open, etc. parce que ça fait partie du jeu, mais c'est vraiment est-ce qu'on a trouvé des bons shoots dans le match? Est-ce que le ballon a bien circulé? Est-ce qu'on a été rigoureux en attaque sur les turnovers, etc. Voilà. C'est plus ça, moi, qui me dérange. Et après, le résultat, il reste quand même honnête. Faut pas. Je trouve que pour un début de saison chargé, c'est honnête. On aurait pu faire mieux, mais c'est honnête. Voilà. Ouais, mais il y a des défaites qui sont. Oui, Il y a des oui, défaites qui sont un peu catastrophiques, quoi. Mais il y a quelques victoires exceptionnelles aussi, monsieur. Oui, mais pour moi, oui. il y a plus de défaites décevantes que de victoires exceptionnelles. Ah ouais, oui, bon, bien sûr, il y a eu les 2 défaites à l'Est de suite sans leur star, les Pacers et les Bucks. Le pire, Ryan c'est les Rollins. Pacers. Pour les Et Pacers. petite anecdote, hein. Je me rappelle, Quentin, on devait tourner la semaine dernière. Tu dis, ouais, super, on a gagné contre les Spurs. Et je lui dis, attends les 2 matchs en Floride, parce qu'attention, on sera reparti au point zéro. C'était un peu plus loin que ça, mais oui. Dans l'idée, c'était. Et en plus, les effectivement, c'était 2 matchs des Spurs, c'est exploit du chef. Hein. Oui, Ouais. 49 et 46. C'est ça. Oui. correct. Mais pour me faire un peu l'avocat du diable, là, on va regarder un tableau sur les back-to-back. Sur le premier mois de compétition, c'était quand même ultra hardcore. Là, on voit le tableau qui va s'afficher à l'écran. Les Warriors, sur un mois de compétition, ont eu 5 back-to-back, quand la majorité des équipes, on avait entre 2 ou 3, voire les Rockets, comme on le voit à l'écran, en avait 0. Et dans ce laps de temps, il y a aussi ce qu'avait dit Louis, les déplacements à l'extérieur. C'est une déclaration de Steve Kerr qui avait dit « Le match de Miami a été notre 17e match en 29 jours, le tout dans 13 différentes villes. C'est le début de saison le plus difficile que j'ai connu durant toute ma vie NBA. » Donc Steve Kerr, il a un peu de recul au niveau des années NBA. Il faut quand même prendre en compte que Ford n'a pas joué du coup pendant 5 matchs. Steph a été malade, il y avait la cheville qui avait tourné un peu pendant les Spurs. Enfin voilà, le 11-10, quand on prend l'ensemble, est moyen effectivement et mid, mais vu ce calendrier-là, est-ce qu'on aurait pu faire tellement mieux finalement? Moi, il manque deux victoires. 13-10. 2 voire 3 bonnes victoires. Ouais. Voilà, j'en laisse une parce que voilà, mais voilà. Donc, si on fait ça tous les 20 matchs, si on fait un petit point tous les 20 matchs et qu'on laisse passer 3 matchs sans être trop statillon, hein, parce que je pense qu'en vrai, on aurait pu en gagner 5 si on voulait être 100% parfait, les matchs qu'on doit prendre, on les prend. Si tu fais ça, répéter du coup sur 82 matchs, ça fait quasiment 15 matchs que t'as laissé passer. Et
Bah, ça On pique, hein, surtout à l'Ouest. Hein. Ouais, Oui, mais surtout à t'as l'Ouest. pas 5 back-to-back dans le mois. Normalement, Il y a les conditions, tu rentres à l'hôtel, tu changes de ville, t'arrives à 3h du Ouais, matin. mais Enfin, voilà. moi, ce qui me j'ai gêne un vu peu avec l'hôtel ça. à San Francisco. Ah oui, bon, c'est des. Nous, on l'a c'est vu l'hôtel des- des mecs qui viennent à l'extérieur. des hein, 5 c'est étoiles. l'hôtel. Eh oui, monsieur. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est, oui, calendrier compliqué, etc. Mais ce calendrier compliqué, on le prend en début de saison où on est frais. Donc, oui, ça pèse sur les organismes, mais pas autant que si on a un stretch comme ça en milieu de saison. Enfin, moi, je trouve dommage qu'on arrive en début de saison et on soit déjà pas capable de, certes, enfin, c'est compliqué, mais pas capable d'encaisser un minimum ce début de saison. Et ça prouve qu'on est vraiment limite avec cet effectif vieillissant. Donc, le manque de Kuminga avec blessure nous fait encore plus mal que d'habitude. Oui. Il y a eu un mélange de petites blessures, mais de précautions aussi. Faut gérer les organismes. Justement, je vais mettre un peu en parallèle, au-delà du calendrier exténuant, je voulais les amener sur un autre facteur qui rend l'accumulation des matchs avec un effectif âgé de plus en plus compliqué, c'est le rythme de jeu. En effet, la pace, elle n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Comme on va le voir de nouveau à l'écran, le temps moyen en ce début de saison d'une possession est passé à 13,7 secondes, bien plus rapide que les autres années. Et je voulais nous demander en quoi cela peut impacter les performances des Warriors qui, pourtant, les années précédentes, en tout cas au cours de la dynastie, quand ils étaient plus jeunes, une grosse pace, ça ne les dérangeait pas. Je l'avais pas vu passer Tu l'as chopé sur Twitter? Ouais. Ah, j'ai pas vu passer. Le problème, c'est que nos cadres, c'est eux qui mettent le rythme, et comme on l'a déjà dit, nos cadres, ils sont anciens. Et puis surtout, il y en a deux de nos cadres sur les trois qui ont une petite gourmandise qui s'appelle les turnovers pour Steph et Dre. Donc bon, le problème, c'est que encore les turnovers où ça finit dans les tribunes, pas trop grave, parce que ça finit dans les tribunes, mais les live turnovers, comme ils appellent ça, de l'autre côté de l'Atlantique, ça nous fait bien mal. Et d'ailleurs, les défaites qu'on a pris contre des équipes un peu en dessous, a priori, de nous, c'est ça, c'est turnover ou rebond, un peu long, une passe, transition, et puis nous, là, on est en deux mecs qui sont revenus. On est en Allez, claquette. et on est en claquette, voilà. Donc ça nous avantage pas. Mais après, à noter que par exemple, une équipe comme les Clippers, qui ça fait quelques années qu'ils jouent avec une faible pace, l'année dernière a été très bon, surtout en fin de saison, avec James Harden, mais parce que peu de turnover, un pivot qui impacte sur les rebonds, donc il gagne des possessions en plus. Et nous, c'est pas trop notre cas. Hein. Nous, on shoot beaucoup à l'extérieur, donc ça fait souvent des rebonds longs. On joue une motion, donc souvent des turnovers, parce que le ballon circule. Voilà. Donc nous, on en est très loin d'une pace basse et qui pourrait nous assurer nos arrières. J'ai des stats là-dessus et très surprenantes. L'un moins, c'est notre capacité à scorer en transition. On est la 27e équipe de la ligue au fast break point. Par contre, en défense, on est la première équipe au niveau du pourcentage. De bonne défense. Exactement, en transition. Oui. Ouais, mais parce que j'ai pas le chiffre en tête, mais est-ce que combien on en prend? Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est est-ce que si on a un gros volume mais qu'on défend bien, c'est ok, mais on reste quand même au-dessus de la moyenne, tu vois, NBA, ou est-ce que le volume de transition est bas? Mais moi, c'est parce que j'ai l'impression. Vu le nombre de pertes de balles qu'on a, je pense que le volume est correct. Donc parce que oui, je crois qu'on est dans les dernières équipes au turnover, donc c'est à relativiser. On défend bien, mais on en prend beaucoup, donc au final, tu prends des points, quoi. Il y a tellement de possessions à défendre que forcément, même si on a une bonne défense, on va se manger des quilles à chaque fois, quoi. Évidemment. Rien d'autre à ajouter sur la pace? Pace mode, on est obligé. Hein. En fait, je trouve ça dommage qu'on a une pace molle, mais on court tellement sur notre possession qu'en fait, après, on arrive à se cramer tout seul. Et alors oui, peut-être qu'on a une bonne défense en transition, mais encore une fois, si on prend
transition par match, ça va être compliqué. On voit bien, c'est le jeu de Curry, de courir derrière les écrans. Pour ça qu'on a une pace forcément lente, mais on court tout le temps. Je sais pas si y a quelque chose à régler là-dedans, surtout que maintenant que Curry est blessé. Enfin, voilà, c'est un peu tendu pour l'instant. Oui, c'est Ouais, parce que intéressant, mais nous, les seules situations sur lesquelles on joue en pace rapide, c'est quand on envoie des saucisses au bout de 5 secondes de possession. Et souvent, quand on en arrive là, c'est que, vu la réussite qu'on a depuis le début de saison, en plus, on peut pas dire qu'on peut jouer ce style-là souvent, quoi. clairement. Bon, désormais, on va pouvoir entrer plus en profondeur dans ce début de saison. Pour commencer, on a un tableau récapitulatif qui montre déjà quelques tendances dans les différents compartiments du jeu. Donc, pour rappel, donc, les Warriors affichent à l'heure actuelle un bilan de 11 victoires pour 10 défaites et pointent à la 8e place de la conférence Ouest. C'est une On sera en situation... 11-11 demain matin. Effectivement. On enregistre la veille du match contre OKC. On peut dire qu'on est à 50%. Alors, si jamais on win contre OKC, ça change tout ce qu'on va dire ce soir. Moi, je vous le dis. Totalement. Retournement de veste. Ouais. Donc voilà, en tout cas, un bilan qui probablement va être à 50% demain. Une tendance une situation qui a tendance à se répéter ces dernières années. On ne se le cache pas. Au niveau des ratings, on est 22e de la ligue à l'offensif et 7e au défensif, ce qui fait une petite combinaison de plus 1,3 au net rating. Donc voilà, on est 16e là-dessus. Moyen. Quelques stats clés au niveau du collectif. On est 4e au pourcentage de passes décisives pour chaque panier marqué. Toujours élite de ce côté-là. Mais ça à mettre en opposition avec notre faculté à perdre des ballons. Toujours élite. La 26e équipe de la Ligue avec 16% de nos possessions qui se clôturent par un turnover. Ensuite, concernant l'efficacité au tir, dans la moyenne, on est 16e au niveau du true shooting, 58,5%. Et enfin, par contre, c'est une grosse donnée cette saison, on se fait dominer au rebond, puisqu'on est la 24e équipe de la Ligue avec 48,3% au rebond, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, et on était aussi petit en taille. Kevin Loulé-Moignac. Je sais pas ce que ça donne en termes de rebond global, mais je sais qu'en total de rebond, en tout cas, les dernières saisons, on était dans le top 5. Ah oui, clairement. Voire top 2 certaines années. Je sais, la saison avec Di Vincenzo, on est top 2. Mais voilà, au niveau des stats collectives globales. Qu'est-ce qui vous choque, l'équipe, ou au contraire ne vous surprend guère? Moi, je peux faire ce qui me surprend guère. Je laisse aux autres de faire ce qui ne surprend guère. Bon, c'est les assists, ça c'est lié à la motion, forcément. Et du coup, qui va avec la motion? Les turnovers. Voilà, c'est ce qui ne surprend. C'est ce qui, depuis le départ de KD, etc., on va dire ce qui ressort le plus, enfin, ce qui devient exacerbé chez les Warriors, c'est-à-dire que c'est une marque de fabrique. Avant, on arrivait un peu à être dans la moyenne, enfin, dans le milieu de tableau au niveau des turnovers par rapport à notre haut niveau d'assist. Mais maintenant, non, c'est le yo-yo. C'est qu'on fait toujours autant d'assists, mais on est la plus nulle équipe pour garder les ballons. Et ça, pour moi, c'est lié au fait que la motion, c'est beau à regarder, c'est bien quand il y a Steph. Mais surtout, c'est qu'au bout d'un moment, on devient stéréotypé et qu'on n'a plus le matériel pour jouer une motion efficace avec surtout deux garçons qui la font tourner, qui sont Steph et Draymond, qui vieillissent. Et donc, la répétition des efforts plus le fait de la motivation, parce que je comprends, Steph, quand tu as 17 années dans les pattes, ou 15, je sais plus, je crois que c'est 17, si je dis pas de conneries, et que tu joues Charlotte ou je ne sais quelle autre équipe, non, en fait, t'as pas la motivation. Et comme c'est eux nos deux moteurs d'attaque, Dre et Steph, et que c'est eux qui cumulent le plus de turnover, et que ça fait qu'augmenter ces dernières années. Steph, cette année, c'est une catastrophe, son niveau assist turnover. J'ai des stats là-dessus. C'est catastrophique pour beaucoup de monde. Il y a 9 Warriors qui commettent le plus de turnover de leur carrière sur cette saison.
Et on en a un qui est premier au pourcentage de perte de balles par possession, c'est qui? Bah, c'est Draymond. Dre. C'est Dre. Draymond, ouais. Bah oui, il envoie 27 des pertes de balles caches. pour 100 possessions. Il perd un ballon sur 4. Pas mal. Et ce qui est fou, c'est de se dire que c'est même pas sur le dribble. C'est ça qui est incroyable. Entry pass, tête de raquette ou 45. Allez, je t'envoie un avion. Si c'est pas Jimmy qui saute, qui saute Au plafond, avec la tête sous la planche pour attraper la balle, ça part en Faut trip. arrêter avec ça, d'ailleurs. Que des Faut fois, quand arrêter. je vois des entrées passes de Draymond Green, j'ai la vidéo du mec là qui fait attention les jeunes, grenade, grenade. Voilà. Là, c'est pas des petites grenades là. Donc voilà, c'est l'explication un peu de notre malheur cette saison. Après, moi, ça me surprend pas parce que les années de la dynastie, enfin les premières années de la dynastie, on était dans les 29e ou 30e en perte de balle. Hein. Ouais. Mais là, c'est le plus haut total depuis le début de la dynastie. Mais oui, là, on a atteint un niveau quand même. Et vous avez dû voir la stat sur les victoires et défaites. Oui, on a la stat quand on perd moins de ballons que l'équipe adverse, on gagne, je crois, une connerie comme ça. Ouais. Il y a 10 victoires pour une défaite quand on perd moins de ballons, et par contre, une victoire et 9 défaites quand on perd plus de ballons. C'est assez limpide comme explication. Ouais, on arrête de faire des passes. Allez. Pourtant, mais tu vois, ce qui est drôle, c'est moi j'en parle en tout cas depuis quelques années, c'est que quand il y a Steph sur le terrain, la motion c'est une chose qui paraît évidente, et surtout quand il y a Dre et Steph, mais quand il y a un des deux qui n'est pas sur le terrain, voilà. Bah, on envoie Jimmy qui joue au poste et... Oui, ou qui joue au poste, ou qui fait des ISO ou des pick and roll. Mais c'est ça le meilleur play à annoncer, c'est isolation de Jimmy, puis après. Le problème, c'est que je crois qu'il n'est pas motivé. Le problème, c'est que je crois qu'il n'est pas motivé à jouer 20 minutes comme ça, en fait, finalement. Je peux comprendre. Ouais, j'ai une déclaration de Jimmy là-dessus. Allons-y. La seconde où Steph est dans le match est complètement différente que lorsqu'il n'est pas sur le terrain et que moi j'y suis. Et si vous essayez d'exécuter les plays de Steph, ça ne va pas marcher. Je ne suis pas dans la surréaction, je ne dis pas on ne devrait pas faire ça. Je dis juste que Steph est le cheat code ultime. Il commence à renvoyer 2-3 messages quand même, Jimmy. Ouais, mais c'est bon, on a le frangin pour les minutes sans le, sans le numéro 30. C'est bon. Joker, après le numéro 30, tu sors le 31. Allez hop. Voilà. Un Curry cache un Curry, écoute. Mais ouais, on peut aller sur la motion. Hein. Moi, lors de la preview de la saison précédente, je vous avais demandé si le départ de Clay, ça allait avoir un impact sur le système offensif, qui est passé en gros de 2 satellites à 1. Et de mémoire, vous n'étiez pas forcément inquiet, mais avec l'arrivée de Terry Stott, tout le monde disait à peu près, on va avoir une mise à jour de la motion. Alors, attends. Oh là. Moi, j'ai juste écouté ce qu'ils nous ont dit, les fumiers. Hein. La fumisterie. On s'est fait enfumer. Oh là là. Et puis, avec l'arrivée aussi de, comment il s'appelle, de Stackhouse, c'était défense plus dure et transition. On a fait ça l'année dernière, on a fait ça 10 matchs. Cette année, c'est finito, les gars, on remballe. Hein. Mais ma question est simple, du coup, Steve Kerr, est-ce qu'il doit sortir la motion offense quand Steph Curry n'est pas sur le terrain? Bah, la réponse, oui. On l'a déjà. C'est qu'en fait, déjà, entre guillemets. On en parlera plus tard parce qu'avec les associations dans le pod, mais en fait, c'est simple. On doit avoir 2 plans de jeu. C'est avec Steph, on joue une motion et effectivement, on se sert de la gravité de Steph pour trouver des paniers faciles. Et qu'en plus, on a Jimmy qui facilite ça parce que il peut attaquer les intervalles, il peut kick out, etc. Et puis quand il n'y a pas Steph, bah c'est Jimmy ou un autre joueur, je ne citerai pas le nom parce que c'est presque interdit de le citer, et tu mets du spacing à côté. Voilà. Que ce soit au niveau des pivots, un spacing vertical ou un spacing horizontal, donc avec du shoot. Voilà. Tout simplement. Vous êtes d'accord avec ça, Louis et Martin? Vas-y, Louis. Oui, écoute, après, encore une fois, quand Steph est sur le terrain, comme disait Jimmy, c'est un cheat code. On voit que tout est plus simple, ça crée tellement d'espace. Je sais plus c'était quel match, je crois que c'était contre les Pels, c'est pas le dernier, celui encore avant,
où il y avait des trous dans la défense. Je crois qu'on a commencé par un 11-0, mais en claquant des doigts. Et il faut réussir quand Steph est pas là, à imposer autre chose. Après, réussir à imposer quoi, c'est encore un problème. On parle de pivot toujours chez les Warriors. Euh, à part Post, qui est un 7-footer, on n'a personne. Et c'est même pas encore un vrai pivot qui est sous l'anneau, parce que c'est un gros volume de tir à 3 points aussi. Après, comment résoudre ça, c'est une très bonne question. Je pense que clairement, il va falloir trouver quelque chose, car là, on voit très bien quand Curry est pas là, ça galère, on voit des matchs horribles et que faire. On est la dernière attaque de la ligue quand il n'est pas là. Alors qu'on est quand même 23e quand il est là, quoi. Enfin, Non mais voilà, tout à l'heure on posait la question qu'est-ce qui vous choque ou pas, 23e attaque, je sais pas, enfin. c'est pas normal. Hein. Non mais oui, au bout d'un moment, t'as un top 5 joueur de la ligue, un des meilleurs attaquants all-time. Ah bah cette année, il a toujours en plus, t'as ramené Jimmy en plus à la trade deadline l'année dernière pour au final pondre une 23e attaque comme ça. Alors voilà, on va reparler du calendrier, du machin, du truc, mais ok, Steph et Jimmy statistiquement ils font leur enfin ils ont pas grand chose à se reprocher, ils font le job. Au global, faut qu'il se passe quelque chose parce que 23e attaque, si on reste à ce niveau-là, il y aura rien à espérer. Il y a rien à espérer complet. C'est l'année du titre 2022, on est mid en attaque, on est deuxième en défense, on est 15e en attaque, je crois. Et il faut à grand minima être moyen dans le milieu de la ligue en attaque, sinon on pourra jamais espérer quelque chose. Et encore, si tu compares à 2022, donc Jimmy, on va dire c'est un meilleur moteur offensif que Clay et Jordan Poole. Okay, la structure n'est pas la même. Mais le nombre de joueurs au niveau talent offensif qui sont bien plus forts que ce qu'on a aujourd'hui actuellement, c'est terrifiant. Hein. Parce que même Otto Porter, on avait des role players qui mettaient dedans. Et puis on avait surtout plus de création, on avait plus de création balle en main. On n'a que des joueurs role player off ball. Hein. Voilà. Mais là, c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est que en fait Jimmy est censé prendre le relais sur les minutes sans Steph et il le fait bien, et enfin il fait son job par séquence. Alors il y a des matchs qu'il sélectionne plus que d'autres, mais en fait ça repose sur deux mecs qui ont 35 et 37 ans, alors que par exemple la 2022, on avait l'émergence de Jordan Poole qui était très jeune, sur lequel on pouvait s'appuyer le copycat, de manière régulière, même si lui il pouvait avoir des pics de réussite ou enfin des manques d'adresse sur certains matchs, mais c'était constant. Jimmy, on sait que ça va pas être constant, il y a des matchs il va plus les choisir que d'autres, et quand les matchs, il y a des matchs où il est moins agressif, là ça se sent tout de suite dans le jeu offensif. C'est pas Pods qui bat son bec sur le dribble pour faire une différence, quoi. Ouais, en tout cas, du côté des leaders de l'équipe, eux, ils mettent clairement l'accent sur l'inconsistance défensive, malgré, comme on l'a vu, des ratings plutôt encourageants. On va écouter Draymond et Jimmy au micro d'Anthony Slater et on se retrouve tout de suite pour agir à leurs propos. When you say you're making the game hard on yourselves right now? Yeah. I guess what do you mean by that? We don't box out. We don't go with this scout report. We let anybody do whatever they want. Open shots, get into the paint, free throws. It's just sad. The numbers would say, you guys have been a solid defensive team and a not great offensive team. And Jimmy was just very critical of the defense. Our defense is shit. Because it's not necessarily the numbers. Like, how do you feel when you're out there, And if it's just letdown after letdown, it's bigger than the numbers, you know what I'm saying? So, like, defense is about demeanor, So if there's letdown after letdown and it kills your demeanor, it kills your bravado, then you're just a soft team, And so, it's bigger than a number. Alors, d'accord avec les cadres ou pas? Ouais, c'était de la bonne des Bahamas qu'ils avaient fumé avant l'interview. Ouais, c'était pour contextualiser après la deuxième défaite contre Portland, donc il y a quelques jours là. Ouais. En fait, sur certaines séquences, ils ont raison.
où personne ne tire un drive, etc. Mais comme les chiffres l'indiquent, overall, c'était 7ème en attaque, en défense, ça va. Hein. Alors après, il y a toujours des énormes. Après, il y a toujours des énormes soucis de rim protection, parce qu'en fait, on a toujours, c'est toujours tenir les drives et la rim protection. Tenir des drives, je trouve que en NBA aujourd'hui, c'est compliqué parce que les joueurs sont de plus en plus forts offensivement. Donc c'est des rôles qu'on parle de role players, etc. ou même des joueurs superstars. Donc tenir les drives parfaitement, c'est très très compliqué, je trouve. Et c'est dur d'incriminer les joueurs, collectivement, de dire ouais, vous n'arrivez pas à tenir drive. Pour moi, c'est juste on est mauvais en aide et on est mauvais en rim protection. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, si Draymond il trouve qu'on est shit, comme on dit en défense, s'il veut, tu vois, par rapport à ces 2 points-là, mais en même temps, Draymond Green, tu fais partie du problème. C'est que t'es extraordinaire en défense, mais le problème, c'est qu'on est obligé de te faire jouer en 5 parce que offensivement, t'apportes rien. Et Draymond Green, il a plus 25 ans, donc pour défendre la raquette, bah oui, sur un jump, il va aller, mais après il y a le rebond, ou des fois il va faire le choix de rester collé au pivot qui est un 7-footer qui fait 2-13 derrière lui, et le mec il va mettre un lay-up. Voilà. Si tu compares, moi je vais te prendre une comparaison qui est un peu folle, mais tu regardes un match des Spurs, où oui, c'est Wemby, donc des mecs, ils voient Wemby faire un step, ils arrêtent le drive. Ah oui, mais nous ils voient Draymond Green. Matos, à l'extrême là. Donc, Non, mais je vais dans l'extrême, mais pour juste montrer l'écart, nous on a Draymond Green, le mec qui s'en bat les reins. Il va aller le challenge. Et il en a pas peur du tout en fait. Parce qu'il sait au pire. Il sait au pire que. Je suis pas sûr que ce soit la faute de Draymond Green qui ait choisi de jouer en poste 5 que plutôt le coach qui le met en poste 5. Pour... On va pas le lancer tout de suite là-dessus parce que on verra ça tout à l'heure, mais t'as compris le point de vue. Mais oui. J'entends, mais non, mais remettre en cause la défense en premier lieu. C'est pas le premier truc à regarder, je pense. Hein. Je pense que c'est pas approprié. Après, Draymond peut peut-être être saoulé de voir coverage certaines erreurs des autres, mais c'est l'attaque, de toute façon, c'est l'attaque le problème numéro 1, et c'est celui-là qu'il faut régler au plus vite, parce que si on le règle pas, c'est ça qui va nous tirer vers le bas, plus que la défense. Je comprends, mais je vois ce que veut dire Draymond. Je pense que identitairement, ça passera par la défense, des grandes performances aussi. Je pense qu'on doit être tous les soirs une top 5 défense, dans l'idée. Après, on n'en est pas totalement loin. Hein. Le problème, c'est que Draymond ne voit que par la défense, parce que je vais pas dire que c'est que ce qu'il fait, mais plus ou moins. Après, je pense que pour avoir aussi, on parle de rim protection, ça va être difficile de protéger l'arceau si on n'a pas un 7-footer sur le terrain. Si on est honnête, on parle de mettre un layup en transition au-dessus de Draymond. Pas compliqué, la plupart des gens sont plus grands que Draymond aussi dans la ligue. Donc je pense pas que la défense soit le premier problème. Peut-être que Draymond trouve qu'on est trop soft ou je ne sais pas, ça peut passer par là. On dit évidemment que la défense gagne les championnats, c'est pas totalement faux, mais c'est bien d'empêcher l'équipe de marquer, mais si tu marques pas non plus, qu'est-ce que tu veux faire ? Ok, donc on peut peut-être revenir sur la motion. Moi j'ai un exemple précis, c'est le dernier match contre les Pels, le premier où Steph n'est pas là. Quel match horrible. J'ai vu des split action entre Jimmy Butler et Pat Spencer. On s'est rigolé, hein. Ah vache. Ça met dans la première mi-temps. Ça met un coup, hein. Et par contre, deuxième mi-temps, toujours Jimmy sur le terrain qui est le cadre, qui est le ballon de l'heure. Mais là, on passe à autre chose. On cut dans la raquette, on fait des pick and roll avec JP2. On termine le match avec 22 passes décisives en deuxième mi-temps. Je trouve qu'il y a JP2, gros rollman. 1m88. 1m88, le collègue. On se posait la question sur JP2 qui ne pouvait jouer qu'avec Steph. Voilà. Il faut le reconnaître sur ce match. Il nous sauve. Il sauve la patrie sur ce match. Voilà, il nous a fait du bien, mais
Ouais. Ouais, pour revenir à ça, c'est pas normal que du coup, ça soit Gary Payton qui prenne 11 rebonds. Non, ça pour moi, ça c'est fini en NBA, c'est fini ces trucs-là. Parce que le terrain il est de plus en plus spread. Les gens sont de plus en plus. Les pivots jouent de plus en plus à l'extérieur. Et pour moi, genre par exemple, je te prends un exemple extrême, mais quand Russ il fait son triple-double de saison, il a Steven Adams, Enes Kanter, Sabonis en pivot. Ouais, mais parce qu'il a la C'est hargne juste- d'aller au rebond aussi, tu vois. Non, c'est juste que les pivots ils faisaient leur taf de box-out et ils venaient chercher le rebond. Oui, bah, Donc là, le box-out, allez-y, vas-y, Russell, prends ton rebond. oui, non, mais voilà. là, je te vais dans l'extrême, mais c'est pour ça que 11 rebonds pour un mec comme Gary, surtout qui passe sa vie dans la raquette, Oui, ça me choque pas non plus, tu vois. Mais c'est une belle perf. C'est une oui. belle perf, mais ça me choque pas. C'est pas vraiment un guard de Gary, de toute façon, dans le jeu. Mais oui, voilà, la motion offense, sans Steph, ça a vraiment des limites. Après, de toute façon, le truc, c'est que là, les 2-3 bouts de match sans Steph, on n'avait pas eu Kuminga. Alors, si, on a eu Kuminga qui est revenu au dernier match. Mais il a été rouillé, là. Voilà, celui-là, on va le laisser Ouais, passer de côté. Parce après, il a été il est honnête. honnête. Il est honnête. Ouais. Il fait 10-6, je crois, ou 10-5. Non, il est bien. Dans les attitudes et tout, il était bien. Mais du coup, pour l'instant, on peut pas trop juger. Enfin, je trouve que c'est dommage parce que finalement, JK, il est très très vite indisponible. Et du coup, je pense qu'on peut juger à moitié en fait le potentiel offensif parce que, comme on l'avait dit dans la preview, JK, ça reste quand même un des atouts majeurs pour notre attaque. Bah, il met 15 Bien points que cette saison. certaines personnes ne veulent pas l'entendre, mais Ils se sont un peu tués en début de saison, quand même, globalement. Et puis aussi, notre troisième meilleur scoreur, Moody, n'était pas quatrième. Derrière. Cinquième, sixième. Bah non. Steph, Jimmy. Oui, t'as raison. Quatrième, il doit être à 12 points, Moody, à peu près. Bah voilà. Ouais, il est Et en Moody, concurrence avec Pods. voilà. Et Ouais. il était pas là. Il était pas là en début de saison aussi. Il était blessé. Oui. On fait une petite pause et on se retrouve pour évoquer les rotations. Allez, allons-y. Allez, à tout de suite. Steph Curry, Draymond Green et Jimmy Butler ont joué jusqu'à présent 15 matchs et 235 minutes ensemble sur le parquet cette saison. Les ratings quand ils sont tous les trois sur le terrain, plus 14,8, 121 en attaque et 107 en défense. Autant vous dire que nos vieilles âmes répondent plus que présents en ce début de saison, ce qui n'est pas vraiment le cas du reste de la rotation. Steve Kerr galère a trouvé la bonne formule dans 5 majeurs, le banc est seulement le 21e de la ligue avec un net rating négatif et les doutes s'accumulent. Les gars, comment on fait pour faire fructifier l'excellent début de saison de notre trio ? En gros, qu'est-ce qui va pas ? Moi, j'ai une réponse. Enfin non, un début de réponse. Allons-y. Tout simplement, c'est les associations. Petit disclaimer, les blessures de JK et de Moody et de Horford n'aident pas. Sachant qu'Horford ne joue pas des back-to-back et doit jouer à peu près 20 minutes, sinon le capot il fume. Donc ça c'est un gros disclaimer. Non, mais ça aussi. Martin, je sais, doucement, ne tue pas tout de suite le sujet. On a de quoi faire. Donc, je me suis plongé un peu dans nos magnifiques et différentes line-up qu'a proposé Steve Kerr. J'ai surtout focus 3 joueurs parce que on va dire Steph, Jimmy, Dre, comme tu as dit, c'est la base. c'est le top of the pop. Donc, j'ai essayé de me dire quels seraient les meilleurs joueurs on va dire, à associer à côté de ces trois-là. J'ai pensé, premièrement, à Horford, qui joue que 20 minutes, et pourquoi il n'est pas... il est en sortie de banc, et sa production est plus que moyenne. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, un peu décevante. Très moyenne. Donc, très moyenne. J'ai un début de réponse, les amis. Vous savez, allez, on va faire un petit quiz très rapide. Quels sont les joueurs avec lesquels il a le plus joué ? De qui, alors Ford ? Oui, alors Ford. Pods. Avec Pods ?
Et ben la line-up dans laquelle il a le plus joué, alors il y en a deux, puisqu'on va dire il y en a une, il joue 11 matchs à peu près 6 minutes de moyenne avec eux, et l'autre c'est 8 matchs à 8 minutes. Donc on va dire c'est les deux que j'ai retenus. Donc la line-up à laquelle il a plus joué Horford, du coup c'est Horford, Butler, Bud Hill, Moody et Podziemski. Voilà. Donc effectivement, moi je trouve que c'est Butler avec des shooters ensemble, ce qui semble cohérent. C'est une line-up au niveau des stats qui est pas si mauvaise que ça. La deuxième, c'est avec Curry, mais l'exception, c'est que quand il y a Curry sur le terrain, tout va bien. Donc ça ne compte pas. Et du coup, après, si on enlève Curry de la line-up, c'est Horford, Butler, Bud Hill, Gary Payton et Podziemski. Et ça, c'est 4 Et ça matchs. joue beaucoup, ça? Et ça joue pas du tout, en fait. C'est qu'Horford joue tout le temps avec Curry. Donc, a priori, tu te dirais, il devrait avoir des bonnes stats. Mais malheureusement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent Curry ou Butler avec que des role players. Et effectivement, Horford, il est utilisé comme un stretch, comme Q-Post. Et du coup, il n'a pas l'impact du roll, l'impact du mid-range où il peut prendre la décision. Et il est cantonné à un rôle de stretch. C'était un peu déjà le cas dernièrement à Boston. C'était ça, c'était un peu le cas à Boston. Donc, qu'est-ce qui va pas? Moi, je pense que c'est juste que le manque de rythme et du fait qu'il joue pas les back-to-back. Et il y a un truc aussi, j'ai regardé la line-up où il jouerait avec les meilleurs joueurs de notre roster, qui est du coup la line-up qui nous a fait gagner contre Denver. Et ben cette line-up a joué 4 fois 4 minutes. Enfin, La 4 line-up fois qui est composée de qui est composé de Horford, Curry, Butler, Draymond Green et Kuminga. C'est cette line-up qui nous a fait le gros run contre Denver. Et ça a joué 4 fois en moyenne 4 minutes. Ils ont pas. Alors ils ont des stats. Ils ont des stats honnêtes, hein, mais pour moi, le souci avec Horford, c'est que on a voulu le mettre tout de suite dans une case. Déjà, il joue pas les back-to-back, donc déjà, ça réduit pas mal, surtout sur le début de saison, avec le nombre de back-to-back qu'on a, ça fait déjà un paquet de matchs en moins. Et en plus de ça, donc on le fait jouer en sortie de banc, limité à 20 minutes. Alors oui, je veux bien que Horford arrive à 39 ans, etc. Et il faut qu'on baisse un peu son temps de jeu pour qu'on l'ait en bonne forme en fin de saison. Mais bon, à Boston, il jouait quoi, 25, 26, 27 minutes? On en avait reparlé, je crois, dans la preview, ce qui était encore honnête, et il jouait quand même pas mal. Le limiter à 20, je trouve, c'est presque trop, et du coup, de ne pas le faire starter, je le trouve complètement hors rythme des matchs. Alors que s'il serait dans le début de match, je pense qu'il arriverait plus à prendre la température de la rencontre, surtout avec Steph et Jimmy à côté. Ouais, surtout, c'est une question, juste avant Adrien, c'est une question de nos auditeurs, notamment de Clément qui nous demandait, petite question, alors Ford, c'est un flop? Non, il a l'air maxi rouillé, le pauvre. C'est à cause du rythme de jeu? Moi, il y a deux choses. C'est qu'il n'est pas optimisé, comme a dit Martin. C'est-à-dire que oui, il joue souvent avec soit Butler, soit Curry, mais jamais en fait avec par exemple une line-up toute bête, hein, mais Curry, Moody, j'ai pas réussi à la trouver en fait, pour vous dire. J'ai pas réussi à trouver Curry, Moody, Jimmy, Dre et Horford. Ça a peut-être 10 minutes. Hein? Non, bah si, parce que j'ai vraiment pris le truc sur NBA où t'as toutes les minutes. J'ai pas fait les 2 dernières pages parce que ça joue un match 1 minute 30. Oui, j'ai pas regardé. Ça, quoi. Elle est là-dedans sûrement, quoi. Elle est peut-être là-dedans, mais je les ai pas trouvées dans les 2 premières pages. Donc pour moi, c'est enquiquinant parce que ça veut dire que tu joues Horford, tu le joues avec une star et des role players, et du coup tu maximises pas les minutes, et c'est censé dans la hiérarchie des pivots être ton meilleur pivot, ton numéro 1, et tu le maximises pas, donc sur son peu de temps, ce qui est compliqué. Voilà. Toto, parce que Louis, par rapport à Horford
Bah, par rapport à Horford, déjà, le fait qu'il joue pas les back-to-back, ça enlève déjà beaucoup de choses. Et malheureusement, j'ai pas un souvenir sur n'importe quel match qu'il ait vraiment eu un impact. Et ça me pose aussi un peu problème. Comme tu viens de Denver. dire, Denver en Ouais, début de saison. Ouais, ouais, voilà, c'est les ça. Il débuts de met saison, 2-3 points, corner. c'est quoi? C'est le deuxième match? Ouais. Ouais, bah voilà. Donc, à part ça, Tu sais, désolé, il y mais a, il y a ça peut-être fait un pas petit beaucoup, bout de quoi. match contre les Spurs où il met un 3 points en fin de match. Mais oui, voilà, c'est très, Ouais, c'est c'est très anecdotique. anecdotique, quoi, tu vois? éparpillé. Voilà. Oui, il y a un match à 4 points avec 4 assists de Jimmy Butler, enfin à 4-3 points avec 4 assists de Jimmy Butler, mais oui, à part ça, oui, Voilà, il est un peu c'est décevant. fantomatique et ouais, à côté d'une star, et c'est vraiment j'ai l'impression que ça devient un bout de role player, alors que je pense que ça doit être beaucoup mieux que ça, tu vois. Euh, Même à comme on vient de 39 ans, l'évoquer, parce que ouais, même à 39 ans. Alors Parce qu'il est oui, en canne sur le terrain, hein. franchement, Il envoie encore des comptes, hein. ouais, c'est un bon défenseur, mais il a pas l'impact. Je pense que il y a toujours ça en lui. Enfin, je vois pas comme ça d'une saison à une autre qui perd de tout. Alors oui, encore une fois, je pense que c'est un problème d'association. J'ai pas la solution miracle, sinon je pense que je travaillerais déjà aux Warriors. Mais non, il y a clairement un problème. On peut évoquer tout ce qu'on a dit avant, que ça soit la pace ou quoi, mais non, il y a un vrai problème de pivot, et Horford, je pense pas que ça soit de la rouille, mais je pense que c'est une très mauvaise utilisation. Mais il y a quelque chose qui est sûr, en tout cas avec Steve Kerr, c'est que toutes les déclarations depuis le début de saison, c'est qu'il veut vraiment pas le faire démarrer. Ça, on l'avait compris, mais pas faire finir les matchs. ouais, mais après ça c'est compliqué parce que s'il sort un match Moisi. moyen voire catastrophique, bah tu vas pas le faire finir. Donc c'est pour ça que pour moi démarrer le match, oui sur certains aspects ça peut être anecdotique parce que le plus important c'est d'avoir le meilleur 5 qui finit, mais en l'occurrence on voit bien que là ça fait déjà 20 matchs et Horford ça marche pas. Donc Et en plus, il est soit out on va maintenant. continuer comme ça et puis on va prier pour que il se réveille et que ça clique. Mais Ok. pas Bon, convaincu. admettons que Horford Et ça pareil, soit- pour vous dire, j'ai regardé aussi si on avait vu une line-up. Bon, après ça, c'est à la décharge un peu de Steve Kerr. Si on avait une line-up un jour, Steph Curry, Moody, JK, Jimmy, Horford, pas trouvé non plus. Ouais, mais bon, après, là, sur cette début de Oui, saison, à défaut, avec les voilà, blessures, voilà. avec les blessures, voilà. Et pour moi nos deux meilleurs line-up, du coup, c'est soit avec Horford en 5 et tu mets Dre. Enfin, en gros, tu dois jouer tout le temps avec Horford. Enfin, tes meilleurs line-up, c'est tout le temps avec Horford, JK ou Moody. Puis après, tu choisis les associations. Oui. Mais voilà, je pense, c'est tes meilleurs joueurs avec les meilleures associations que tu peux faire. Alors après, selon qui est chaud, etc., t'adaptes. Et cette année, je trouve, j'ai pas vu ces line-up pour finir en fait les matchs. Ou même un moment où tu veux mettre un accéléré, non, tu vois pas ces line-up. Donc voilà, je trouve que, et pareil, Jimmy Butler, quand je regarde ses associations, un des joueurs avec lequel il est le plus associé, Draymond Green, première line-up qui joue 11 matchs à 6 minutes, il y a Draymond Green dedans. La deuxième, il y a Draymond Green dedans. La troisième, il y a Draymond Green dedans. Et il y a que la quatrième où on arrive où c'est et ça a joué que 7 matchs à 3 minutes. Vous voyez, ce qui est pas énorme, c'est Horford, Butler, Budil, Moody, Podziemski. Là, je lis entre tes lignes, c'est-à-dire que tu veux que Draymond avec Steph et Jimmy tout seul, sans Dre. En tout cas, pour moi, La majorité. quand Steph n'est pas sur le terrain, Oui, bien sûr. Dre ne sert pas à grand chose en attaque. En défense, il sert toujours, mais sauf que le problème, on en a parlé, c'est que sans Steph, on est la pire équipe NBA en attaque. Enfin, une des pires, ou la pire, je sais plus. La pire. Donc, et Dre, j'ai oublié, c'est ça que je vais retrouver avant le pod. Il y a un truc qui est passé sur Twitter sur l'index offensif des joueurs NBA. Et Dre se retrouve parmi les cancres, mais les cancres de la NBA. Voilà.
Oui. Ensuite, bon, c'est une question d'équilibre. Mais il a bien démarré Exactement. à 3 points, mais ouais, on le voit même pas, tu sais, faire ses fake hand-off et aller au cercle. C'est un peu inquiétant. Mais Donc oui, pour moi, il y a un truc aussi à séparer, c'est que Jimmy et Dre, ils doivent pas être ensemble sur le terrain quand il n'y a pas Steph. ok. Les autres sur les associations, les rotations, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, des souhaits ou pas? Ouais, j'ai juste un dernier truc à dire, c'est juste le banc est inexistant. Dans le sens où la plupart des matchs que j'ai regardés, en tout cas, j'ai l'impression que le banc adverse outscore notre banc, mais d'une manière sur tous les matchs. C'est incompréhensible selon moi. Quand le banc adverse met 50 pions et que nous, on a, si Pauls n'est pas dans le 5, Pauls qui met 7 points, ça me pose aussi problème. On a un trio qui est vraiment esselé, c'était vraiment la question de base. On a un trio esselé et j'ai du mal, enfin, parfois il y a un petit pic, là par exemple c'était GP2, un petit pic de Moody ou de Pods, mais hormis nos stars, j'ai l'impression qu'on est vraiment vraiment pauvre. On Il y a devrait pas de avoir un Buddy consistance. Hield. Il y a pas de consistance, il y a pas un Oh, schéma bah, Buddy Buddy Hield, Hield, bah, allez, Voilà. ouvrons la page Buddy Hield. Allons-y, ça va prendre 3 On minutes, parlait de même pas. fantôme Non, de mais c'est, Horford, voilà, mais carrément. Buddy Hield qui est censé être un des meilleurs tireurs à 3 points, qui régresse vachement en stats. Bah Euh, oui, en fait, il a toujours été dans le top 5 des meilleurs shooters de la NBA, et puis depuis qu'il est arrivé aux Warriors, il y est plus, donc... C'est une blague. Voilà, j'ai regardé un peu tout à l'heure. Maintenant, il a 7 points par match, alors qu'il était aux alentours des 12 avant. Et Buddy surtout, Hield, c'est que Moi, ce là, qui me il est fait à le plus 30% mal, à 3 c'est, points. ouais, voilà. Moi, c'est ça qui me fait le aussi. plus mal. c'est C'est, censé voilà. être. Et c'est pas des façon, shoots compliqués, hein, c'est ça le problème. Non, mais Caris a dit je suis capable du meilleur comme du pire et c'est dans le pire que je suis le meilleur. Bah, c'est exactement ça avec Buddy. Non, mais en plus, c'est bien triste. on voit même plus de séquences avec Jimmy. Là, Jimmy, il l'a foutu sur le palier, là, sur le paillasson. Et puis, mon gars, tant que tu te réveilles pas, tu vas dormir dehors. Non, mais, au bout d'un moment, l'année dernière, en plus, à partir de la mi-saison, c'était déjà bien crade. Après, ça s'est un petit peu amélioré en fin de saison. Heureusement, il y a eu les playoffs où là, Ave forcément, Maria. il a rentabilisé le contrat en un match. Mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, normalement, on est à 20 matchs. Si ça continue comme ça encore pendant 20 matchs, déjà, on va voir avec cette Curry si ça va l'impacter sur les minutes. Mais Ça peut moi, je vois bouleverser plus pas mal. aucun intérêt de le mettre sur le terrain s'il retrouve pas un semblant d'adresse. C'est pas... Mais de manière générale, je trouve que même ses shoots sont pas très bien générés et c'est pas que de sa faute. Ah non, oui. Mais en fait, pour Ouais, moi, en mais- fait, il y a ce truc-là il force quelques petits shoots parce qu'on crée rien autour. Oui. Comme a dit Louis, en fait, notre banc, quand Pods il a la balle en main, il crée rien pour les autres, hein, il fait pas de décalage. Donc Buddy, des fois, il prend la balle, il fait 2-3 petits dribbles, un petit écran, saucisse. Et le problème, c'est que quand il arrive le petit catch and shoot open, comme il a nous loupé un ou deux avant, il a pas, il a pas le rythme ou la force mentale pour se dire putain celui-là faut que je le mette. Et où il se met trop de la pression en se disant celui-là faut que je le mette. Et du coup, c'est loupé et voilà. Mais effectivement, ça part comme tu as dit, et que Louis a souligné, c'est que notre banc, en création, si c'est le jour, comme a dit Martin, où Jimmy il a décidé d'être un peu moins agressif, on crée rien du tout. Voilà. Et Horford en pâtit aussi, du coup. Par conséquent. En plus, je crois que c'était, quand on avait fait la preview, un des points clés, je crois, de la saison, on avait dit c'était l'adresse à 3 points. Parce que Alors, Steph. l'année dernière, on avait déjà un pourcentage de tirs tentés à 3 points énorme. Et pour faire Ça, c'est encore plus. 46% cette année. On est dans les mêmes ordres d'idées que ce qu'on avait l'année dernière avec Jimmy. On a dit que c'était pour faire exceller Jimmy, c'était d'avoir des très bons shooters autour, etc. Et là, on est même pas à 36% de réussite collective. Donc, c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est que, en fait, c'est Jimmy qui joue les minutes sans Steph. Mais si autour, ça met pas dedans sur ces minutes-là, on ressent l'impact sur l'offensive rating, il se ressent tout de suite. Hein. Et puis, dernière chose, il y a un joueur qui est DNP la plupart du temps, Trace. Et en fait, là, on a, en fait, entre Dre, Horford
et poste, qui sont nos 3 pivots, enfin nos 3 joueurs qui passent par le poste de pivot, il n'y a aucun mec qui finit à l'intérieur. C'est que des mecs qui stretch. Donc la réponse de pourquoi on prend pas beaucoup de rebonds, bah il y a personne à l'intérieur en même temps. Voilà, la réponse elle est là. Et on arrose, pas de solution, et on a personne qui met de la pression au niveau de Si. proche du panier. On a un nouveau poste 5 depuis le dernier match. Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga a joué poste 5. Oh là là. Ah oui, on en est là. Ah oui, d'accord. Oui. Et en plus, tu sais que je me suis dit, il va mettre Guy Santos, tu vois, à côté pour le protéger un peu, parce que c'est un mec qui va... Non, vas-y. Hein. Gary en poste 4. Il y avait eu, je crois qu'il y a Chicos à un moment. Chicos, Gary. Chicos, Buddy Hield. Oui, pardon. Buddy Hield. Les gens, ils savent pas. Oui, ils savent pas Chicos. Et il y avait Patoche en meneur, enfin bon. Voilà. La totale. Moi, je voulais évoquer un joueur qui fait quand même une saison, malgré ses pourcentages, plutôt positive, c'est Keaton Post. Donc on a bien compris que Steve Kerr ne veut pas derrière leur fort en titulaire. Du coup, si on ne veut pas épuiser Draymond toute la saison à se farcir les pivots adverses et le mettre dans les meilleures dispositions, est-ce qu'on ne démarrait pas avec le néerlandais ? Moi, je trouve que sur l'aspect défensif, il a quand même beaucoup progressé depuis un an. C'est mieux de servir sa taille, ça gère mieux les écrans. J'aime bien son attraper-reprendre qu'il fait de temps en temps. Alors, de l'autre côté, il a beaucoup chuté au pourcentage. Hein. Il est passé de 40% à 31% à longue distance. Mais parce qu'il a augmenté le volume aussi. Il a augmenté un petit peu, pas trop non plus, je crois. Pas trop, mais dans le volume, dans le sens où... oui, je trouve qu'en fait... report aussi. Il y a aussi un truc de... Genre, quand il est... Comment dire dans le type de shoot, c'est que maintenant, il prend des museaux, tu vois. Il prend des no-dip. Dans le corner, il prend des no-dip. C'est des shoots compliqués. Parce qu'en fait, c'est notre seul mec qui stretch, en fait. Réellement. Ah oui. Mais c'est pour ça qu'il peut être indispensable, en tout cas dans la rotation large au niveau de la saison régulière, parce que son spacing, ça permet aussi d'ouvrir des espaces pour Jimmy, Kuminga, etc. Et je ne sais pas si vous avez vu les ratings, c'est le meilleur plus-minus de l'équipe avec plus 18 entre l'offensif et défensif, et c'est un des seuls avec les ratings défensifs et offensifs positifs. Il y a Dre, Jimmy, J+tout dans cette catégorie. Ouais, mais il est bullshit. Pour oui, moi, c'est parce qu'il joue à côté de Dre, je sais aussi. Oui, et puis il joue toutes ces minutes, c'est quasiment qu'avec les titulaires. Enfin, avec le trio, en fait. Donc l'équipe qui marche, quoi. Oui, mais c'est pas le cas de tout le monde au niveau des ratings. Hein. Tu mets en force, je pense que ça marche aussi. Tu le mets avec Patoche, Podziemski. Ouais. Et ça va impacter, c'est sûr. Non, moi j'entends il s'est amélioré en défense. Et oui. Voilà, il est moins naïf, il saute moins, il est mieux placé. Ça, je suis d'accord. Mais faut qu'il mette dedans. Hein. Voilà, faut qu'il mette dedans, mais c'est ce qu'on l'avait dit. De toute façon, l'impact de Post ça va se résumer beaucoup à son adresse à 3 points. Parce que oui, c'est un peu amélioré en défense, mais tu mettras en 4 aussi, grâce à ça. Oui, mais c'est sûr que dans les possibilités qu'on a, c'est une des meilleures possibilités qu'on peut utiliser pour décaler Dre. Mais s'il met pas dedans à 3 points Post, il nous sert pas tant que ça. C'est pas un point d'ancrage pour faire il nous sert de temps en temps pour faire des passes, mais c'est pas, le jeu passe pas beaucoup par lui. Et en défense, c'est pas un gros. C'est pas lui qui fait la différence, en fait. Ouais. Voilà. Il fait pas de grosses dissuasions. Il fait des efforts pour pas être négatif défensivement, mais même des fois, ce qu'on fait quand on le met sur le terrain avec Dre, c'est qu'il souvent il défend l'ailier, il défend le poste 4 adverse. Donc en fait, on l'utilise en ailier catch and shooter et puis on le cache dans un corner. Je dis pas que c'est la solution idoine, mais moi c'est pas le cas récemment. Puisque Moody et Richard étaient dans le 5 et Draymond démarrait poste 5. Moi, dans tous les cas, je veux que ça soit pour démarrer les matchs, soit leur Ford, soit Post qui soit en poste 5. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça, Steve Kerr nous l'avait annoncé. Steve Kerr nous l'avait annoncé après le road trip.
On a joué qui ? On a joué les Twin Towers de Houston. Ah bah on a démarré en small, puis on a joué avec un seul vrai pivot pendant le match. Trace a même pas joué. Sur ce match-là, on manquait de pivot, je crois. Ah, Ça, Trace c'est- est blessé peut-être. Ouais, Je dis, ouais. Trace, Par oui, contre, Trace les était Pels, blessé. c'était toujours Draymond Green en Ouais. 5. Oui, Trace était blessé. Mais Mais overall, oui, je on a trouve joué que... petit. En fait, moi, je comprends toujours pas. C'est que, en fait, Dre, il doit jouer maintenant que les minutes avec Steph. Et pour moi, surtout, il doit jouer une vingtaine. En fait, il doit jouer autant de minutes qu'Orford, en fait. Entre 20 et 25. Parce que le problème, c'est que tu joues toujours small. Et je rappelle, on a 9 joueurs en dessous d'1m98 dans notre roster. Ça, je l'ai vu, la stat, elle m'a fait plaisir. 9 joueurs en dessous d'1m98. 6'6". On en fait jouer 5. Allez, Oui, voilà, c'est même pas ça le souci, c'est le fait que qu'il n'y ait pas assez d'équilibre là-dessus. bah, c'est qu'on joue petit et on joue pas athlétique. Donc au bout d'un moment, et on joue pas athlétique, et ces petits ne sont pas des ball handlers. C'est vrai Oh, que à le part package. Curry, Ah, le package voilà, pas athlétique, pas ball handler. Parce que tu vois, regarde, les Lakers, en vrai, encore, ils jouent pas petit, mais ils ont Non, qu'un mais- pivot. Ils ont qu'un pivot. Allez, non, 2 parce qu'ils Bah jouent non, avec ils ont deux, Hayes. Jackson Hayes. Voilà, mais au moins ils en ont un, quoi. Hayes, il joue pas 25 minutes. Tu vois, il en joue 10 à tout casser. Et à côté, ils arrivent à avoir un backcourt Lucas et Reeves. C'est pas athlétique, hein. Ouais. Oui, bon, mais enfin, c'est ils pas ont pas des. comparable. C'est pas Oui, comparable. mais ils ont un Non, truc, c'est qu'ils Non, ont pas mais des oui, Moniacs. mais Ah oui. voilà. Non, mais Et nous, même on en n'a pas sortie. de petit pétard ambulant de sortie de banc. Et même, Ce C'est qu'il faudrait, un joueur qui drive, et en plus, le pourcentage à 3 points du banc, il remonterait aussitôt. les joueurs de banc, tu vois, c'est des mecs comme Marcus Smart, etc. Ils ont plus de ball and lull, et c'est des mecs qui savent plus de faire des choses en main que nos guards. Alors après, oui, Marcus Smart, c'est meilleur que Pose. C'est pas ça mon point, ouais, mais c'est mais juste que on a nous, on est en on a fait, on est D'Anthony carré. Melton qui va venir Ouais. sauver, qui va venir nous Oui, sauver. et cette Curry. Non, mais c'est juste que voilà, on a beaucoup de joueurs de système, mais malheureusement, quand le système il est plus là, Steph Curry, rien ne marche. Donc faudrait revoir un peu ce point. Exactement. Espérons que Melton revienne au niveau et enfin en tout cas LC est plus Et ou moins en cette forme. Curry Il se peut prenne arriver pour Steph. Hein. C'est Faut qu'il ça. se prenne pour Steph, hein, tout simplement. Hein. Allons-y Faut gaiement. qu'il envoie. Hein. Clairement. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les rotations. On va pouvoir finir l'émission sur quelques questions pêle-mêle, dont celle des auditeurs. On va commencer par Loïc Music. Je vais afficher ça tout de suite à l'écran. Une question sur Will Richard, il me semble. Est-ce que le niveau de Will Richard pourrait bousculer la hiérarchie dans le roster cette saison? Et quand est-ce que Mathilde fonde le compte Will Richard FR? Il a déjà un peu bousculé quand même. Ah oui, mais c'est vrai Ouais, qu'on n'en a pas parlé parce qu'on a. Le Baby Gator là. On n'en a pas trop Ouais. parlé. Enfin, on n'a pas parlé D'ailleurs, du tout, Will- mais c'est vrai que j'ai vu- c'est une bonne surprise. Ouais, mais bonne, mais pas si efficace que ça. Hein. Enfin, Ben, efficace. En fait, c'est un joueur que tu peux mettre sur le terrain, n'importe quelle situation, il va faire quelque chose. Il va Il n'est combler pas les trous, quoi. dépendant de son adresse extérieure. Enfin, il apportera toujours quelque chose. C'est ce que je retiens en tout cas de ce début de saison, c'est que il Oui. sait se rendre utile, peu importe la line-up ou la situation dans laquelle on est, quoi. Pour répondre à la question, oui, clairement, c'est pas est-ce qu'il va bousculer, c'est il bouscule déjà. Il a déjà, si je regarde, il a déjà 18 minutes de jeu en moyenne, ce qui est, si je reprends, plus que Buddy Hield, bizarrement. Alors évidemment, meilleur pourcentage à 3 points, mais bon, ça ce n'est pas la question. Mais non, clairement, comme Martin disait, c'est vraiment, je veux dire, un bricoleur. On va le mettre dans n'importe quel line-up et il va apporter quelque chose. Il va combler les trous comme il faut. Ça va jamais être un titulaire en force, je pense, à part grande surprise.
Mais oui, clairement, il bouscule et je pense que ça peut être un bon 6e homme à défaut d'avoir Kuminga, soit dans le 5 ou qui est blessé ou quoi. C'est un mini Kuminga qui monte vachement en puissance sur ce début de saison, je trouve. Ok. Il est quand même à 38,7% à 3 points, c'est solide pour l'instant, début de. Ah oui, c'est solide. Ouais, Je comparais c'est propre. à Elite pour rigoler, évidemment. Oui, clairement. Et avant que Adrien trouve ses stats, juste Loïc pour la question sur Mathilde qui ouvre Will Richard FR. Il y a assez de comptes FR comme ça par ici. C'est bon. Clairement. Malheureusement, Pachulia ne joue plus, donc j'ai pas pu créer le compte. Mais... Putain, je le retrouve plus. Adrien, t'as retrouvé ou pas? Sinon, on enchaîne. Mais t'as pas besoin des stats, tu les as toutes dans la tête, les stats. Mais oui, mais en fait, en gros, c'est la note sur 100 qu'apporte le joueur. Et genre, Will Richard, il est pas dans les 7. Genre, en gros, il est en dessous de Moody, il est en dessous de Kuminga, il est en dessous de Dre, il est en dessous de Steph, il est en dessous de. Il est même au même niveau qu'Horford. Tu sais, c'est la note. Ouais, tu trouves sur NBA. Final, En fait, il pas a un 60. joueur qui touche beaucoup le ballon. Il est à 76, je crois, quelque chose comme ça sur 100 de notes. Et par exemple, c'est l'équivalent de. Et Horford est à 79, par exemple, tu vois. Et pourtant, Horford, on dit qu'il est dramatique. Oui. Prochaine question, du coup, je crois que c'était Alex. Quand est-ce qu'on va enfin. Axel, pardon. Quand est-ce qu'on va enfin enchaîner une vraie série de victoires pour passer au-dessus des 50%? Là, on a un calendrier au mois de décembre qui est beaucoup moins rempli. On doit avoir, je sais pas, 10 matchs, un truc dans le genre. Est-ce qu'on passe là vers les 60%? Là, ça enchaîne ou pas là? On peut peut-être regarder ce qu'il y a là à suivre. 13 matchs. 13 matchs. On a donc on a OKC cette nuit. Après, on a un road trip Philly, Cleveland, Chicago. Après ça, on aura la pause de la NBA Cup. On reprendra à domicile avec Minnesota. Ouais. Après, on va à Portland, à Phoenix. On accueille Phoenix, Orlando et Dallas le jour de Noël. Et puis, on termine le mois avec un road trip à l'Est, Toronto, Brooklyn et Charlotte. Allez, tu peux aller chercher les 60% si l'absence de Steph est pas trop longue. De toute façon, c'est l'objectif, à peu près les 60% de victoire, tu cherches le top 6. Oui, évidemment, c'est l'objectif de top 6 pour pas se taper le play-in. Après, vu l'état de forme, évidemment qu'il faut aller chercher les 60%. Il y a pas mal de matchs qui sont prenables. On a Dallas, Toronto, Brooklyn, Charlotte d'affilée. Je pense que ça, on doit au moins faire 3 victoires là-dessus. Après, on se tape quand même, on se tape OKC incessamment sous peu. Il y a des matchs où malheureusement on va devoir laisser passer, je pense. Mais c'est clairement prenable de taper les 60, voire les 65 si Curry revient et est en forme. Si Kuminga donne un peu de sa personne aussi, je pense que on peut taper tout ça. Après ces dernières années, le mois de décembre, il est pas. Ouais, pour Steph surtout. Il est pas fameux d'habitude. Hein. Ouais, puis le mois de janvier, attention. Hein. Nous, on attend souvent le février, mars, avril pour se réveiller au dernier moment. Ouais, mais il faudrait pas pour arriver cramé en play-off. Enfin, dernière question de Sidoben89 et qui est le Berner d'Adrien. C'est vrai que c'est pas le premier responsable, mais j'en peux plus des rotations de Steve Kerr. Qu'en pensez-vous, les gars? On l'a pas mal développé tout à l'heure, mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Ouais, il a des excuses, mais il peut mieux faire. Un avertissement travail quand même pour Monsieur Kerr sur ce début de saison. Ouais, circonstances atténuantes, mais bon. Après, pour résumer, je pense qu'il faut pas tirer la sonnette d'alarme non plus. On est quand même en positif là actuellement. On va être à 50% demain parce qu'on joue au KC. Mais je pense pas qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. On peut avoir des petites remontrances, mettre un petit mot dans le carnet. Mais va pas falloir abuser, sinon c'est réunion des parents, quoi, en gros. Ouais. On a fini pour les questions des auditeurs. Je voudrais juste vous poser une dernière question vite fait avant de terminer l'émission. Le train, il est passé encore une fois pour Kuminga ou pas? Bon, rendez-vous en février.
Pas vraiment, parce qu'on a vu quand même que sans lui, on a quand même bien galéré. Hein, lors de sa. Oui, moi, je pense que mais je sais pas. Moi, en tout cas, le dernier match qu'il joue avant son absence prolongée, il est sorti il est benché. Ouais, ensuite, est-ce que c'est lié à sa blessure ou pas? Non, c'est un choix. Enfin, Ok. il a joué sur ce match, donc moi je pars du principe s'il joue sur ce match, c'est que physiquement il pouvait jouer. Donc c'est un choix du coach. Mais c'est ça en fait qui m'embête pour faire le bilan de ce premier quart de saison. C'est qu'il y a la blessure de Kuminga et pour moi on peut pas juger complètement cette équipe parce que c'est un élément trop important de notre rotation. Donc on verra, mais c'est quand même ce coup-là à San Antonio là, de le mettre sur le banc, pour moi c'est un premier signe parce qu'en plus il avait fait des efforts sur les 7-8 premiers matchs. Après Bah, au rebond à la passe, oui. un petit peu moins bien derrière, mais ça veut dire que la confiance elle est pas encore très grande. Je pense que c'est un vecteur à développer toujours, justement sur ce mois de décembre qui est beaucoup plus léger. Je pense que c'est maintenant qu'il doit montrer et qui doit être le conducteur du train et pas le laisser passer cette fois. Louis, pour les métaphores, on va compter sur toi, j'ai l'impression. Ah, ça va, tout de suite. Vous m'avez compris au moins comme ça. Oui, totalement. Je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus en espérant que la prochaine fois qu'on fera un point pod, Steve Kerr a trouvé les rotations et s'y tienne. En tout cas, 5 majeurs ou quelque chose dans le style. En tout cas, qui reste plus de 5 matchs et pas qu'il change derrière, ça serait bien. C'est un peu le continuum depuis 2 saisons. Merci à tous les trois, en tout cas, pour vos contributions. On espère que les Warriors aussi parviennent enfin à lancer une dynamique sur la durée. Je pense qu'on peut se retrouver sur Twitch d'ici 15 jours, 3 semaines. Ouais, peut-être en bouffant la dinde de Noël, la grosse dinde. Ouais, on va voir en fonction des congés de Noël. Oui, bah avant Noël, en tout cas. Avant Noël, le but, je pense, d'en faire un. Voilà. Vous avez parlé d'une petite tier list là, des performances individuelles. Voilà, après, alors là, ouais, la tier list, ça va faire mal au crâne. Hein. Ouais, vraiment. Alors là, je sais pas s'il va beaucoup avoir de notes au-dessus de la moyenne. Oh, le conseil de classe, il va être sévère. Allez, c'est reparti. Ouais, je vous le dis, les gars. En tout cas, un live tweet dans 15 jours, 3 semaines. Et au niveau du pod, aux alentours fin décembre, début janvier, on verra ça. Ouais, début janvier, peut-être en 2026, hein, parce que là, on est quand même début décembre. Oui. Clairement. Bon, la Donation, n'oubliez pas de réagir à nos propos en commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Vous insultez un petit peu, là. Ouais, clairement, là. Bon, un mot de la fin, l'équipe? Go Niners, bientôt les playoffs. Ouais. Clairement, oui. Ils sont pas trop mal partis, ils sont en 9-4, c'est ça? Ah oui, on a une équipe qui a des blessés, mais par contre, il y a une âme, ça se bat, ça gagne des matchs. C'est bien. On n'est pas soft. Voilà, tout à fait. Allez, let's go la Berea, night night.